Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Comme vous l'avez peut-être vu, le rythme des vidéos c'est un tout petit peu ralenti en ce moment. Tout simplement parce que l'actu, il y a un tout petit peu moins de sorties, du coup, j'ai un tout petit peu moins de choses à vous partager. Mais du coup, c'est l'occasion de profiter de jouer à tout ce qui est sorti et de faire le bilan de certains trucs qui sont sortis. Et évidemment, voilà, maintenant que j'ai terminé le jeu, maintenant que j'ai laissé un petit peu reposer, je voulais tout simplement revenir sur Final Fantasy VII Rebirth. Je vous avais fait une vidéo pour faire l'unboxing de l'édition collector. Et voilà, maintenant que j'ai passé plus de 80 heures, presque 90 heures sur le jeu, que j'ai laissé un tout petit peu de temps pour, voilà, histoire de ne pas réagir complètement à chaud. Je voulais tout simplement revenir sur mon expérience, sur ce que je pense du jeu, et parce que je pense que ça va être un des jeux les plus importants de cette année. Voilà, peu importe ce qu'on en pense, je pense que voilà, ça sera quoi qu'il arrive un des temps forts de cette année. Et donc voilà, je pense que tout simplement, j'en avais déjà parlé quand j'avais mentionné, on avait déballé ensemble l'édition collector. Je vous avais déjà dit tout le bien que je pensais de Final Fantasy VII Remake, de tout le bien que je pense de Final Fantasy VII en général. Final Fantasy, c'est une de mes séries de cœur, c'est une des séries qui est les plus importantes pour moi. Je pense, comme pour beaucoup d'entre vous, je pense que c'est une série avec laquelle on a grandi. On a tous son épisode de cœur. Moi, comme beaucoup de gens, j'ai découvert les RPG japonais avec Final Fantasy VII. Donc voilà, c'est une série et un épisode qui m'est très cher. Comme beaucoup de gens, j'ai énormément attendu ce remake qui avait été euh, qu'on a commencé à espérer avec les premières vidéos de présentation de la PlayStation 3, même si le projet n'était pas encore lancé. On va pas refaire tout l'historique. Bref, on a eu en 2020, donc pile au début du Covid, on a eu Final Fantasy VII Remake. Et déjà, pour résumer en 2 secondes, ce que je pense du jeu, c'est que c'était un petit miracle en fait. Le simple fait que le jeu existe enfin, qu'il ait cette gueule-là, qu'il soit aussi incroyable, aussi solide, aussi concret, même malgré, voilà, je sais que beaucoup de gens ont certains reproches sur le rythme du jeu, ce qui est tout à fait valable, sur le fait que ça soit que Midgar, le fait que ça soit, oui, voilà, les baisses de rythme, le scope du jeu est un peu limité, mais je trouve que ça, au contraire, pour moi, c'était plutôt une force, c'était plutôt bien cadré comme aventure. Et voilà, une fois qu'on avait terminé ça, on se demandait, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Non seulement, il y avait deux pistes, enfin, il y avait deux interrogations. Euh, Est-ce qu'ils vont réussir tout ce travail de remake ce coup-ci sur une échelle plus grande, parce que maintenant les personnages découvrent le monde, et il y a beaucoup de paysages, d'environnements à découvrir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau de l'histoire? Parce que un des derniers, je vais pas spoiler pendant cette vidéo parce que je pense pas qu'il y ait vraiment trop d'intérêt pour tout ce qui est euh, voilà, prédiction, etc. Je suis pas très fort à ce genre de petits jeux, donc je vais pas essayer de me lancer là-dedans. Et donc on se demandait, voilà, un des enjeux de Final Fantasy VII Remake, on terminait sur cette notion de eh ben, ça va peut-être pas forcément être exactement comme ça a toujours été. Les persos, passe tout l'épisode remake à se battre contre les fameuses serpillères qui représentent leur destin. Et à la fin, en gros, le message, c'est que voilà, les cartes sont rebattues, tout est possible. Et donc voilà, et on se demandait, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Quel est le sort qui va être réservé à certains personnages? Est-ce que, voilà, c'était vraiment on avait énormément d'interrogations, surtout que les trailers étaient vraiment assez mystérieux voilà, laissaient apparaître parfois même des scénarios contradictoires entre eux. Bref, et donc on est là, 4 ans plus tard, plus de 4 ans plus tard, non 4 ans plus tard, pour cet épisode Rebirth, donc le deuxième qui maintenant on le sait, le deuxième épisode de cette nouvelle trilogie. Et alors, je vais aborder des points négatifs, des points positifs, etc., comme une review traditionnelle, mais
en fait, s'il y a un truc qu'il faut dire, et je pense qu'il est très... Peu importe ce qu'on pense du jeu, sincèrement, je pense, peu importe ce qu'on pense du jeu, le fait, exactement comme Final Fantasy VII Remake, le fait que ce jeu existe, qu'il ait cette tronche-là, et qu'ils aient refait tout ce qu'ils ont refait, c'est hallucinant, en fait. Peu importe les réserves, et j'ai des réserves sur le jeu, j'ai des réserves principalement en termes de rythme, et je vais y revenir, etc., en termes de contenu, parce qu'évidemment, il y a des sacrifices qui ont été faits, ils ont dû, entre guillemets, tricher pour remplir tout cet univers. Mais malgré ça, j'ai passé ces 80 heures en permanence époustouflé, la mâchoire décrochée sur tous les niveaux de détail, sur le fait qu'ils aient vraiment reconstitué tous ces environnements qu'on imaginait, qu'on projetait, sur lesquels via, à l'époque de la première PlayStation, la Costa del Sol, si vous y rejouez maintenant, c'est 3-4 écrans, les uns à côté des autres, et puis bon, c'est ton esprit finalement, c'est ton imagination qui remplit le reste. Idem pour, un des exemples les plus parlants, c'est la différence entre le Cosmo Canyon de l'original et le Cosmo Canyon et ce Cosmo Canyon. L'original a énormément de charme et c'est pas du tout l'idée, c'est pas du tout de dire du coup de dénigrer. Au contraire, c'est incroyable ce qu'ils ont pu faire à l'époque. Mais justement, si on commence à le créer en 3D, d'autant plus qu'on n'est plus du tout à la même échelle sur Final Fantasy VII d'origine, c'est des jeux qu'on voit d'en haut, c'est des petits dioramas en permanence. Et le fait, justement, ce qui justifie d'autant plus de se promener dans des petits environnements avec des écrans, certains paysages clés, qui nous permettent d'imaginer tout le reste, en fait. Là, on n'est plus du tout à cette échelle-là, la caméra est vraiment derrière les persos, on voit ceux qui voient, et donc il faut remplir tout cet univers. Tout d'un coup, il faut qu'on soit à l'échelle 1. Et c'est pas du tout le même délire. Et il y a des interviews parmi toutes les vidéos qui ont été mises sur YouTube au moment de la sortie de Final Fantasy VII Rebirth. Il y a une super interview où il y a notamment Nomura Uematsu et le producteur du jeu, dont j'ai oublié son nom, Kitase. Et il y a une interview des trois, et il me semble que dans cette vidéo-là, que Nomura dit en gros, dès qu'on a commencé le projet, j'ai eu envie d'arrêter tout de suite, parce que je pense que c'est ça qu'il a compris, c'est le scope du travail que ça demande. C'est dingue. Il faut vraiment pas sous-estimer le miracle que représente ce jeu, que le simple fait qu'il existe, qu'il tienne la route. Voilà, petit problème technique mis à part, le jeu est vraiment solide, ultra solide, et on peut le faire du début à la fin sans qu'il y ait d'embrouille. C'est pas FF15 par exemple, sans vouloir lui mettre une balle au passage, mais c'est le cas. Le jeu, contrairement à FF15, sort dans un état impeccable, propose des environnements incroyables, vraiment travaillés. Tout le travail qui a été fait donc, sur les environnements, mais aussi sur les personnages, sur toutes les mimiques. Ce que j'adore, en fait, c'est la manière dont ils ont repris certaines animations bien spécifiques des personnages qu'ils avaient sur PlayStation. Je pense que quand, par exemple, un exemple qu'on voit très bien dans le 1, dans Remake, c'est le fait quand Barrett s'impatiente et qu'il commence à taper du pied par terre. Ça, c'est quelque chose qui a été repris. Et c'est ce genre de petits clins d'œil que je trouve géniaux. Et il y en a 1 milliard comme ça dans Rebirth avec tous les persos. Et c'est vraiment chouette. Bref, il faut vraiment mesurer ce que ça représente, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont en train de faire, parce que c'est pas les pauvres, le travail n'est pas encore terminé. Il leur reste encore un bloc. Alors, je me dis que pour la dernière partie, ça sera peut-être un peu plus simple dans la mesure où il y a probablement beaucoup d'environnements qui vont pouvoir être, beaucoup d'assets qui vont pouvoir être réutilisés. Néanmoins, il reste encore beaucoup de travail à faire. Mais vraiment, ce qu'ils ont réussi à faire là, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Et en tant que fan de Final Fantasy VII, rien que pour ça,
c'est un jeu de ouf, et que si vous êtes fan de Final Fantasy, si Final Fantasy 7 a la moindre valeur à vos yeux, il faut absolument que vous jouez à ce jeu-là parce que vous allez halluciner, comme j'ai halluciné en permanence. Voilà, c'était important de le dire, c'est l'avant-propos. Maintenant, avant de chanter les louanges, parce qu'il y a énormément de très bonnes choses à dire, et que ce soit très clair, j'ai adoré le jeu, voilà. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. J'ai adoré le jeu. Je ne sais pas exactement, parce que vraiment, en quasiment coup sur coup, on a eu Persona 3 Reload, Like a Dragon, Infinite Wealth et Final Fantasy 7 Rebirth. À l'heure actuelle, j'ai encore du mal, je m'éclate tellement, notamment sur Like a Dragon Infinite Wealth, que je sais pas si je peux dire vraiment que ça sera mon GOTY sûr et certain, mais ça se tape. Quoi qu'il arrive, c'est au coude à coude, et voilà, il y a tellement de scènes incroyables que de toute façon, c'est définitivement un des jeux de l'année sans aucun problème. Néanmoins, voilà, on va parler des petites limites que j'ai avec le jeu. En fait, il y en a trois principales, je pense. La première, et ça c'est peut-être celle que j'avais pas vu venir, c'est la technique. Vous avez sans doute entendu parler que donc il y a deux modes dans le jeu, comme dans beaucoup de jeux actuellement, comme beaucoup de jeux qui sortent en ce moment. Vous avez un mode 60 fps et un mode 30 fps. Le problème, c'est qu'aucun des deux n'est vraiment satisfaisant. Je suis pas du tout un ayatollah du 60 fps, etc. Mais là, le 30 fps, il est particulièrement. Il a un rendu très bizarre. Je trouve qu'il a un rendu beaucoup plus saccadé. C'est peut-être parce que le jeu est très intense visuellement, très dynamique. On les sent, les 30 fps. Et j'ai jamais réussi à m'adapter. Le rendu visuel en 30 fps, en tout cas de ce côté haché, m'a toujours un peu gêné. Et donc j'ai joué en mode 60. Et en mode 60, malheureusement, on perd quand même beaucoup. En qualité visuelle, je trouve que les modèles des persos, en fait, c'est là où c'est vraiment gênant, c'est dès qu'on est. C'est un problème. Enfin, encore une fois, on est sur du pinaillage, mais malheureusement, en fait, le jeu peut être tellement beau que dès qu'il est un tout petit peu moins beau, ça se voit tout de suite. En fait, c'est triste, mais ça joue un peu. On devient exigeant. Et il y a tellement de moments qui en mettent plein la gueule que dès que le jeu devient tout d'un coup euh, un peu plus standard, on va dire, que là, tout de suite, ben, on se le prend tout de suite dans la gueule, et ça se voit tout de suite. Notamment les modèles des persos, quand l'éclairage essaye d'être naturel. Dès qu'on n'est pas en gros, dès qu'on n'est pas en paysage de nuit ou en coucher de soleil, en gros, dès que c'est un éclairage normal en journée, parfois, en fonction de comment la lumière va toucher certains personnages, ils vont avoir des gueules un peu de poupées, de personnages, enfin ouais, de poupées inanimées, et tout d'un coup, ils vont avoir des têtes un peu bizarres. Et c'est des trucs qui m'ont gêné plusieurs fois. C'est pas grave, ça gâche pas le plaisir du tout, mais c'est quelque chose qui se note, donc je préfère être honnête avec vous. Aussi, oui, de manière générale, la gestion des éclairages est toujours un peu bizarre quand on passe d'une pièce à l'autre, de l'extérieur à l'intérieur. On sent qu'il y a une espèce d'ajustement au niveau de la luminosité qui est assez étrange. Donc voilà, la partie technique, malheureusement, est pas aussi impeccable qu'on aurait pu espérer. Euh, L'autre problème, alors, comment alors, j'ai dit, voilà, ils ont dû recréer en fait, il n'y a pas un seul open world, en fait, il y a une succession de grosses maps. Et ça, malheureusement, les grosses maps, quand on fait un jeu un peu en mode ouvert, ces maps, il faut qu'elles se remplissent. Et je pense que En fait, on peut presque imaginer la discussion qui a eu lieu, de se dire, bon, on a créé tous ces environnements, ça a dû déjà demander un taf gigantesque, parce que les maps sont vraiment excellentes, d'autant il y en a certaines qui ont des particularités dans la manière de les explorer. Par exemple, il y a Gongaga, il y a des espèces de fleurs sur lesquelles les chocobos peuvent rebondir, et du coup ça donne une certaine verticalité
et ça donne une épaisseur supplémentaire à l'exploration des décors. Idem avec le Cosmo Canyon, en fait, qui fonctionne beaucoup pour le coup en verticalité. Il faut autant escalader qu'explorer. Il y a énormément de choses à découvrir. Donc voilà, les maps sont très intéressantes à découvrir. Il y a des maps plus classiques aussi. Mais du coup, je pense qu'ils ont tellement, ça a déjà demandé tellement de travail que quand il a été question de les remplir, en fait, les mecs sont allés entre guillemets au plus simple, parce que je pense que ça demandait quand même beaucoup de boulot. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont pris une template et ils l'ont appliquée à exactement tous les environnements. Ce qui veut dire que, en fait, vous allez retrouver systématiquement les mêmes activités à faire sur toutes les maps. C'est très excitant quand on le découvre la première fois. Donc sur la première map, on fait toutes les activités sans problème. La deuxième fois, ça passe encore. La troisième, la quatrième, la cinquième fois, je peux vous assurer que ça commence, même si on est un peu complétionniste, au bout d'un moment, ça devient un peu écœurant. Donc je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner pour contourner ce problème, ça va être de, en gros, faire votre aventure à la carte, de vous écouter. N'essayez pas absolument les plus grosses quêtes annexes. En tout cas, il y a des quêtes annexes. Quand je parle de grosses quêtes annexes, ça va être celles qui sont scénarisées. Il y en a, elles se reconnaissent très rapidement. Il me semble qu'elles sont indiquées en vert de toute façon. Et celles-là sont plutôt cool à faire et alors sont pas toutes forcément passionnantes, mais vous aurez toujours un petit morceau de lore en plus, un petit bout de scénario, ou en tout cas ça va pousser la découverte. En tout cas, vous allez en apprendre plus sur les personnages ou sur l'univers, donc c'est toujours cool. Donc celles-là sont plutôt chouettes. Par contre, tout ce qui est les activités, faites-les si vous kiffez, faites-les, mais ne vous sentez pas obligé de les faire, parce que ça c'est aussi pour le coup un point positif du jeu que je vais citer tout de suite pour contrebalancer, c'est que en fait le jeu déborde d'activités qui sont plus ou moins toutes similaires. Par contre, il vous laisse faire l'expérience à la carte, et si vous décidez de tracer, j'ai vu beaucoup de gens qui se contentaient de suivre l'histoire principale, vous n'êtes pas sanctionné. Si vous faites le travail de tout faire, vous serez récompensé. Vous aurez des bouts de scénario en plus, des armes en plus, des matérias, etc. Il y aura toujours quelque chose à gratter, mais si vous voulez pas le faire, c'est pas grave. Ça vous empêchera pas d'avancer dans le scénario. Donc voilà, mais malgré tout, il n'empêche que le jeu se tape quand même une certaine lourdeur. Ça, c'était difficilement évitable, et c'est dur de faire un jeu qui garde le mélange entre le rythme et la profondeur dans un jeu avec un scope aussi énorme. Ça reste un challenge, et je peux pas dire qu'ils aient vraiment transcendé la recette. Comme l'a fait un Breath of the Wild ou un Elden Ring, mais de toute façon, c'est pas ça qu'on attendait. Je pense que c'était la solution, pas du tout de facilité, mais parce que ça a dû demander quand même énormément de taf, mais ça leur a permis, en tout cas, de s'appuyer sur cette template qu'ils ont reproduit sur toutes les maps. Ça leur a permis d'avancer, ça leur a donné au moins une structure sur laquelle s'appuyer. Et je peux comprendre. Voilà, c'est pas quelque chose dont je suis ultra fan perso. Encore une fois, moi, j'ai fait énormément quand même de contenu. Hein. J'ai pas tout fait parce que je pense que pour tout faire, il faut au minimum, il faut plus s'approcher des 120 heures que des 80 heures. Parce que en plus, à la fin, quand vous pensez que vous arrivez à la fin du jeu, il y a toute une surcouche de quêtes annexes qui se rajoute. À ce niveau-là, en fait, j'étais déjà à plus de 70 heures. Et je voulais surtout voir la fin du jeu à ce moment-là. Mais probablement que je reprendrai ma partie pour continuer à explorer. Mais voilà, en fait, le jeu, et en fait, c'est compliqué d'être fâché avec le jeu. C'est aussi compliqué de lui en vouloir parce qu'il y a aussi, on sent cette volonté de tout donner aux fans. C'est-à-dire que tu voulais refaire le Golden Saucer, eh ben tiens, prends le Golden Saucer. Tu voulais des mini-jeux comme le jeu original, et ben voilà, on t'en met, on t'en rajoute.
on te refait, et en fait, pour chaque mini-jeu, en fait, dans le Golden Saucer, par exemple, le jeu de course de Chocobo, il y a un nombre de courses hallucinantes. Au début, moi, je pensais qu'il y avait 3 ou 4 courses, et je pensais que, voilà, que j'avais terminé. Et en fait, non, j'avais terminé une sous-section du premier tournoi, et il y a 3 ou 4 tournois à faire pour compléter la quête annexe des courses de Chocobo. C'est hallucinant. Le Queen's Blood, le jeu de cartes, pareil, il y en a. Enfin, le jeu est incroyable. Je suis pas du tout fan de jeux de cartes dans les jeux, dans les RPG. En fait, quand il y a un mini-jeu de jeu de cartes, généralement, je le fais une fois, 2 fois, et j'ai pas tendance à creuser plus. Mais là, je me suis vraiment éclaté. J'ai quasiment tout fait avec le Queen's Blood. Mais voilà, ça représente énormément de temps de cartes, d'affrontements à faire, etc. Il y a un espèce de Tower Battle bon, qui est un peu pourri. Enfin voilà, les mini-jeux varient un peu en intérêt, mais en fait, c'est pas grave, parce que s'il y a un mini-jeu que t'aimes pas, ben, il y en a 10 autres à faire et qui peuvent potentiellement te plaire aussi. Donc voilà, ça fait un jeu ça fait un jeu, en fait c'est un jeu monde, et je pense que même en prenant le temps, moi je l'ai pas fait spécialement comme une review, je l'ai pas fait, voilà, je me suis pas pressé pour le faire, mais j'imagine même pas les journalistes que ça a dû être, enfin les mecs ils ont dû être, enfin moi j'aurais été écœuré de devoir baffrer ça même en un mois. Là j'ai pris j'ai pris combien? Mars, avril, mai, donc en 3 mois. Et encore, j'ai l'impression d'avoir un peu rushé. Donc voilà. Donc un jeu dense, un jeu généreux, riche, mais quand même bien dense. Donc je pense que ça pourrait être peut-être un problème aussi pour certains. Et les dernières réserves que j'ai, le troisième point, ce sera au niveau du scénario. Alors, le scénario, c'est plus au niveau des promesses. C'est-à-dire que ça, probablement, c'est aussi moi. C'est aussi c'est les attentes qu'on se fait par rapport à un jeu. En fait, si on reprend même la couverture du jeu, il y a... mince, il y a plus la couverture. Si, je crois que j'ai la couverture d'origine. Ah, voilà. Alors le jeu est emballé, mais parce que je l'ai aussi, j'ai joué à une version dématérialisée en fait. Et donc même sur la couverture du jeu, on voit bien que, et ça c'était un des twists de la fin de Final Fantasy VII Remake, c'est le personnage de Zack. Et le personnage de Zack, donc il est dans Final Fantasy VII Rebirth, il est sur la cover, donc j'estime que ce n'est pas un spoil. Ça c'était une des grosses questions. Et en fait, il y a quand même un tout petit peu une carotte dans la manière dont... Alors, l'histoire est très intéressante voilà. Pour ce qui est du scénario, 95% de l'histoire, c'est l'histoire du Final Fantasy original. Les événements, comment ça se passe, etc. Enfin, il y a des modifications, il y a des choses qui sont faites un peu de manière différente, etc. Globalement, c'est la même histoire. Et tout va se jouer, entre guillemets, tout va se jouer dans les 5% restants. Et en gros, si vous y allez en vous disant, cool, en fait, en permanence, il va y avoir un espèce de petit jeu de chat de la souris, comment, je te fais croire que tu joues le jeu original, mais en fait non, etc. Il y a un peu de ça, mais c'est vraiment dilué au compte-gouttes, et tout le gros, en fait, tout cet aspect méta, tout cet aspect, est-ce qu'ils ont changé d'histoire, en fait, tout est basé, enfin, tout le gros du jeu est réservé pour la fin. Donc ça, il faut quand même le savoir, parce que en fait, le début du jeu surprend. Vraiment, on se prend un espèce de coup du lapin, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et après, vous êtes laissé, en gros, et vous êtes un peu laissé à vous-même pendant une vingtaine d'heures de jeu. Et après, continuellement comme ça, on fera le point sur ces histoires parallèles, sur voilà, que fait Zack en fait dans cette histoire. Voilà. Vous en aurez un tout petit peu au début, quelques gouttes disséminées au long du jeu, et une énorme, voilà, et tout le reste est gardé pour la fin.
Donc du coup, encore une fois, ça joue, on revient sur cette notion de rythme. Moi, ça m'a un petit peu, au début, ça m'a un peu désarçonné, et puis surtout, il faut voir que sur un jeu aussi long, garder le scénario en tête, un scénario aussi dense avec ces notions d'univers parallèle, etc., de timeline différentes, etc., de qui est qui, de qui, est-ce que les mecs sont dans le même monde, etc. Tout ça, c'est bien, par exemple, sur un film, sur un film de 2 heures. Sur un jeu de potentiellement plus de 100 heures que tu vas faire sur plusieurs mois, des fois, en fait, tout d'un coup, le jeu reprenait des éléments de scénario d'il y a 20 heures. J'avoue que de temps en temps, j'étais un peu waouh, qu'est-ce qui s'est passé en fait. C'est un peu. Voilà, on peut être un peu désarçonné. Donc voilà, c'est, on va dire, la manière dont le scénario est distillé. Je pense qu'il y avait moyen que ce soit un peu plus ponctuel, on va dire. Mais c'est aussi peut-être lié au fait que j'ai fait énormément de quêtes annexes, etc. Donc j'ai moi-même d'autant plus dilué le scénario. Mais bon, ça c'est pas très grave, mais des petits reproches, des petits reproches. Sinon pour le reste, honnêtement, c'est que du positif. Alors je vais aller plus vite, paradoxalement, je vais aller plus vite sur le positif, alors que c'est là où il y a le plus de points. Voilà, l'histoire, même si pour revenir et terminer sur l'histoire, malgré cette réserve de la manière dont elle est racontée, je trouve qu'elle est encore un peu perfectible. Je trouve que le fond du jeu et le propos du jeu est ultra intéressant sur ce que ça raconte, sur le deuil, sur même de l'importance du deuil et le sens qu'on peut donner à certains événements tragiques et comment on peut se construire à partir de ça. Ça, c'est des sujets très intéressants. Même aussi, en fait, la manière dont le jeu, et ça, alors là, c'est mon interprétation personnelle, mais c'était quelque chose qu'on retrouvait déjà dans Final Fantasy VII Remake. Mais parfois, en fait, je pense, moi, c'est mon interprétation, mais des fois, j'ai l'impression que les mecs me disent, finalement, les gars, c'est pas si important. Enfin, les micro-détails, le niveau micro de l'histoire, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, se passe à un niveau beaucoup plus high level. Et c'est ça qui est important. Et c'est le sens, en tout cas, c'est le sens que vous donnez à cette histoire, à ces personnages, c'est ça qui est important. Et ça vous appartient. C'est comme ça que c'est comme ça que j'interprète et je trouve ça, voilà, je trouve ça intéressant. Mais voilà, encore une fois, j'essaye de ne pas spoiler, de pas revenir. De toute façon, je pense que trop psychoter, en tout cas trop en faire des caisses sur la signification de l'histoire, etc. Tant qu'on n'a que les 2 tiers de l'histoire, ça reste un peu compliqué. Évidemment, ça n'empêche pas de réfléchir, et il y a déjà des choses qu'on peut en tirer. Mais je trouve que dans la manière dont il joue, en fait, ce petit jeu de chat à la souris est toujours bien maîtrisé et toujours très intéressant. Et ça part pas du tout. Enfin, ça aurait pu partir beaucoup plus en cacahuète. Et je trouve qu'il s'en sort bien. Il tente même des trucs. Il y a voilà, il y a des trucs assez osés. Et je trouve que c'est très intéressant. Si on met de côté tout cet aspect méta, etc., deuxième lecture, je trouve que de manière générale, les persos sont super bien écrits, sont ultra attachants. Il y a beaucoup d'humour dans le jeu. Ça, c'est quelque chose qui a été un peu relevé partout, mais c'est vrai. Les personnages sont très attachants. Le jeu n'hésite pas à rigoler un petit peu de temps en temps, à se moquer un peu de lui-même, de son côté absurde des situations. Évidemment, des trucs qu'on trouve qui nous choquaient pas sur PlayStation quand les personnages ressemblaient à des Playmobil. Tout d'un coup, quand ils sont réalistes, ça donne des situations un peu hallucinantes. Et le jeu le sait très bien et en joue, et je trouve ça génial. Et ça montre que les mecs sont très intelligents. Euh, donc au niveau de l'histoire, pour moi, je suis content. Évidemment, il faudra voir jusqu'où ça va, mais je trouve ça très intéressant. Euh, Ensuite, après, il y a toutes les forces de Final Fantasy. Le système de combat est encore meilleur et bien meilleur, même avec toute cette dynamique de duo. Alors ça, c'est un petit reproche que je peux faire, c'est le sphérié qui débloque les compétences et qui permet la progression des personnages. Il y a un système de sphérié que je trouve un peu pourri.
Et ce qui m'énerve un peu avec les... Enfin, en tout cas, ce qui m'énerve avec ce Sphérié en particulier, c'est que, en fait, le système de jeu devient intéressant vraiment... En fait, moi, j'ai compris des trucs assez tard. Alors, c'est probablement de ma faute aussi, parce que je m'y suis pas forcément intéressé assez vite. Mais c'est surtout que le jeu est plutôt tranquille en termes de difficulté, et du coup, ne vous pousse qu'à vous y intéresser que vous avez vraiment intérêt à vous y intéresser que assez tard dans le jeu. Et du coup, voilà, j'ai l'impression d'être passé à côté de certains trucs. Mais globalement, le système de jeu est encore meilleur, le système de baston. Enfin, vraiment, ce système de combat, c'est un des trucs, enfin, c'est un de mes systèmes préférés, presque all-time dans un action RPG, parce que je trouve que c'est vraiment le mix parfait entre temps réel et tour par tour. En fait, c'est une interprétation de l'Active Time Battle que je trouve brillante. Et c'est tout aussi brillant dans le jeu, surtout que on a des nouveaux persos. Les nouveaux persos sont super cool à manipuler. Bon, on connaissait déjà Yuffie, mais Caitlyn est génial à jouer et ça, c'est vraiment cool. Non, franchement, enfin, le système de combat impeccable. Graphiquement, voilà, il y a des limites au niveau de la technique, mais en termes de visuel, en termes de direction artistique, on en prend plein la gueule. C'est vraiment, il y a des scènes, mais sur la fin, en termes de mise en scène, mais on joue, c'est Advent Children en fait. Si vous étiez comme moi, si vous avez fantasmé sur Advent Children à l'époque de sa sortie, moi je me souviens, j'avais mis évidemment le DVD sur ma PSP, comprenne qui pourra. Et je regardais le film en boucle sur ma PSP. Et la mise en scène de ouf de certains affrontements qu'il y a dans Advent Children, et ben il y a des moments de bravoure comme ça à la fin, même tout au long du jeu, en termes de chorégraphie des combats, il y a des trucs de ouf, les paysages sont incroyables, les persos sont ultra attachants, enfin voilà, c'est vraiment une magnifique... Le jeu, voilà, moi comme si je devais conclure pour résumer, moi, j'ai une affection particulière, que ce soit en cinéma ou en jeu vidéo, pour les œuvres qui sont pas parfaites et surtout, mais en fait qui pêchent par excès. Moi, je trouve ça toujours assez attendrissant, ces réalisateurs, ces développeurs, etc., où on sent que les mecs, en fait, voulaient tout mettre. C'est par exemple pour ça que j'adore, j'ai une énorme affection et je défendrai jusqu'à ma mort un film comme Spider-Man 3 de Sam Raimi, qui a 1 milliard de défauts, il n'y a aucun problème. On peut faire toutes les vannes, tous les mèmes, voilà, sont complètement valables, mais au bout de la journée, le film en fait en donne tellement et on en voit tellement plein la gueule que en fait c'est une œuvre qui vraiment, et c'est le cas de Final Fantasy, et je ressens exactement la même chose avec Final Fantasy VII Rebirth, je sens en permanence l'amour, la passion de ces gars pour cette histoire, pour cet univers. Et ça me touche, en fait, ça m'émeut vraiment. Et je trouve que c'est la plus belle chose que peut faire une œuvre, c'est quand on sent vraiment l'amour que les gens qui étaient derrière ont porté à cette œuvre. Et je trouve qu'on sent ça en permanence dans Final Fantasy VII Rebirth, et je trouve ça magnifique. Donc voilà, c'est pour ça, voilà, il y a des défauts. Le jeu en termes de rythme est pas parfait. Est-ce que tout le contenu est intéressant? Non. Est-ce que techniquement on aurait pu s'attendre à mieux? Peut-être. Mais le jeu existe, il se tient de bout en bout et il nous fait revivre par moments. Voilà, il y a tellement de moments où j'ai revécu le même émerveillement que j'ai vécu quand j'ai découvert cet univers sur la première PlayStation. Et juste rien que pour ça, bah, respect total, quoi. Vraiment, respect total. Donc, de toute façon, voilà, c'est une review très tardive. Je suis content de l'avoir fait pour aussi, ça me permet de tourner un peu la page vis-à-vis de ce jeu-là. Parce que c'est probablement voilà, le jeu que j'attendais le plus cette année. Euh, Encore une fois, si vous êtes fan de Final Fantasy,
si vous êtes fan de Final Fantasy VII, je pense que de toute façon vous l'avez déjà fait ou vous êtes en train de le faire. Mais surtout, ne passez pas à côté de ce jeu-là, parce que des jeux comme ça, mine de rien, il n'y en a pas. Il y a énormément de très bons jeux en ce moment, mais des jeux de ce calibre, voilà, c'est pas tous les jours non plus. Je vous remercie d'avoir prêté, de m'avoir accordé votre attention pour cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bon jeu à tous. Salut.